Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'information alternative. Suite à mon absence le 14 février, je n'ai pas pu faire d'émission, donc je fais dans cette émission faire une revue d'actualité pour les 2 dernières semaines. Commençons. Tout d'abord, le 8 février, on apprend que les noms, les fonctions et les coordonnées de 20 000 agents du FBI et du département de la sécurité ont été volés et mis en ligne. Se présentant sur Twitter sous le nom de .gov, les hackers ont annoncé sur le réseau social avoir dévoilé les noms, postes, numéros de téléphone ainsi que les adresses e-mail de 20 000 agents du FBI. Ils ont également déclaré avoir verrouillé la base de données du ministère américain de la Justice. L'annonce était également accompagnée du hashtag #FreePalestine. Les hackers menacent de poursuivre de dévoiler des informations secrètes jusqu'à ce que les USA ne cessent de collaborer avec Israël. Auparavant, des pirates informatiques avaient publié les données personnelles de 10 000 employés du département de la sécurité intérieure des USA. Les spécialistes du département de la sécurité intérieure des États-Unis sont actuellement en train d'élucider cette fuite d'informations, précise la chaîne CNN. Le 11 février, on apprend qu'Edward Snowden, ancien employé de la NSA, a pris l'initiative d'écrire un message en français sur Twitter, afin de mettre en garde les Français sur la tentation de vouloir abandonner ses libertés pour lutter contre le terrorisme. Actuellement réfugié en Russie où il a trouvé asile après ses révélations sur les programmes de surveillance massive de la NSA et des alliés occidentaux, Edward Snowden s'invite dans le débat public français. Alors que l'Assemblée nationale a adopté lundi soir l'article 1er du projet de loi constitutionnelle, qui inscrit l'état d'urgence et les pouvoirs spéciaux qu'il permet dans la Constitution, Edward Snowden a réagi pour mettre en garde les Français tentés par le repli sécuritaire dans le combat contre le terrorisme. Il a publié à l'appui de son commentaire la copie d'un tweet, qui soulignait que 441 députés sur les 577 élus à l'Assemblée avaient brillé par leur absence au moment du vote, sur un texte pourtant fondamental pour les libertés en France. Le texte prévoit que l'état d'urgence peut être décrété pour 12 jours, puis autorisé par le Parlement pour des périodes maximales de 4 mois renouvelables. Silencieux pendant plusieurs années après ces révélations, Edward Snowden est arrivé en septembre 2015 sur Twitter, où il commente régulièrement l'actualité internationale liée aux libertés publiques. C'est toutefois la première fois qu'il publie dans une autre langue que son anglais maternel. Avant de publier sa mise en garde en français, Edward Snowden avait publié un premier message pour s'inquiéter du recul des libertés en France. La France, qui nous a donné la statue de la liberté, a voté pour abandonner la sienne, a-t-il tweeté en renvoyant vers un communiqué de Human Rights Watch, l'une des associations les plus influentes dans le monde sur la protection des droits fondamentaux. Le 12 février, nous allons nous intéresser au point de vue économique, où cette fois-ci, la bourse japonaise de Tokyo, le Nikkei enregistre sa pire semaine depuis la crise de 2008. La bourse de Tokyo a encore perdu 4,84% ce vendredi 12 février. Tokyo semble incapable d'enrayer le renchérissement du yen, qui déprime les investisseurs. Habituellement, les commentaires de l'exécutif japonais apportent peu de répit sur les marchés financiers. Mais ce vendredi, la sortie de Taro Aso, le ministre des Finances, aura été totalement snobé par les investisseurs, qui ne semblent plus croire à la capacité du gouvernement nippon de dompter sa devise et ses indices boursiers. Interpellé dans la matinée sur l'appréciation brutale du yen, qui s'échangeait, jeudi soir, en Occident à moins de 111 yens contre $1, le ministre a annoncé qu'il pourra agir de manière appropriée si cela devenait nécessaire. Sans pourtant réussir à apaiser les traders. À la fermeture, l'indice Nikkei 225, qui regroupe les valeurs vedettes de la place de Tokyo, avait enregistré ce vendredi après-midi un nouveau plongeon de 4,84%. Une chute qui fait suite à des reculs spectaculaires en début de semaine. Évoluant encore au-dessus de 17 000 points lundi dernier, l'indice est désormais retombé à 14 952 points, à des niveaux qu'il n'avait plus connus depuis l'automne 2014. Cette chute hebdomadaire de près de 12% s'impose comme l'une des plus sévères que la place ait enregistrée depuis la crise financière de 2008. Tous les gains engrangés par la bourse de Tokyo après l'élargissement, en octobre 2014, du programme d'assouplissement quantitatif de la Banque du Japon ont été balayés. Le 16 février, continuons toujours sur l'aspect économique, avec un article du Figaro, qui ne commence à se rendre compte de la crise qu'en ce mois de février 2016. Voici son article. Souvenons-nous des supprimes. La crise avait débuté en 2007, avec la faillite de 2 fonds spéculatifs de la banque américaine Bear Stearns. Du fait de l'évolution de la conjoncture, et du retournement du marché immobilier, de nombreux souscripteurs avaient réclamé, en même temps, à récupérer leurs avoirs. Dans l'incapacité de rembourser, les 2 fonds avaient fait faillite. Ce mouvement avait enclenché une crise de confiance, qui avait elle-même fait tanguer les bourses mondiales, avant d'aboutir, de fil en aiguille,
à la plus grande crise financière depuis la Grande Dépression. Or, c'est justement un phénomène semblable que les observateurs attentifs ont pu noter, en décembre dernier, de l'autre côté de l'Atlantique. Des fonds spéculatifs, comme le New York Third Avenue, ou encore Stone Lyon, ont dû mettre la clé sous la porte, dans l'incapacité de faire face à des demandes soudaines et massives de retrait de fonds. Bien sûr, cela pourrait n'être qu'une coïncidence, si les deux événements n'intervenaient dans un contexte extrêmement similaire. D'abord, avec de très fortes tensions sur les marchés financiers, notamment en Chine, où la bourse tangue depuis plusieurs mois. Ensuite, avec des banques centrales qui ont inondé l'économie mondiale de liquidités, soignant le mal par le mal, si la crise économique s'en est trouvée apaisée, aux États-Unis surtout, les germes ont été plantés pour la crise suivante, liée à l'explosion des bulles formées par cet excès d'argent dans le système. Un phénomène, de manière, là encore similaire à 2008, que l'on observe déjà en partie, avec des fuites de capitaux massifs dans certains pays émergents, au risque de déstabiliser leurs économies. Autre similarité, les déséquilibres de l'économie mondiale, dont le symptôme principal réside dans les difficultés chinoises. L'empire du milieu éprouve les plus grandes difficultés à passer d'un modèle fondé sur les exportations d'une industrie à bas coût, à un autre reposant sur la consommation intérieure et les services. Mais l'Occident ne se porte guère mieux, certes, la croissance américaine a redémarré, mais la réindustrialisation est en grande partie un leurre, et c'est bien l'action résolue de la Fed, la Banque centrale américaine, qui a permis de maintenir à flot l'économie américaine. Quant à l'Europe, si certains pays se portent mieux que d'autres, elle a globalement le plus grand mal à sortir de la situation de déflation où l'empilement des plans d'austérité l'a conduite. Le vieux continent, comme les États-Unis, est de plus voué à subir les effets du ralentissement chinois, d'autant que Pékin ne cesse de dévaluer sa monnaie, afin d'améliorer sa compétitivité, aux dépens notamment des pays occidentaux. Après 2008, la coopération internationale, via le G20, devait primer. En fait, c'est bien la guerre de tous contre tous, qui s'est poursuivie sans répit. Même constat du côté du secteur financier. La finance devait être réformée et régulée. En fait, les problèmes ont été transférés des grandes banques, désormais effectivement mieux surveillées, vers la finance de l'ombre, elle encore moins régulée que ne l'étaient les grands établissements financiers avant la crise de 2008. Selon le Financial Stability Board, le shadow banking représentait fin 2015, 80,000 milliards de dollars, soit plus de 50% des actifs financiers et de 120% du PIB mondial, contre seulement 50 000 milliards en 2007. Autant dire, dans un contexte d'accélération toujours plus grande des transactions financières, que l'opacité et l'instabilité du système financier n'ont fait que se renforcer. Tous les ingrédients d'une nouvelle crise sont donc réunis. Bien sûr, les rituels experts nous répéteront que cette fois c'est différent. Que la finance est aujourd'hui sous contrôle. Que les banques centrales sont désormais aux aguets. Que l'économie mondiale repose sur des bases plus solides. Soliques, ce sont les mêmes experts, qui, en 2007, nous assuraient que l'autorégulation était la panacée universelle, et que l'économie mondiale, grâce au progrès technique, allait voguer indéfiniment sur une mer d'huile. On a vu le résultat, on a d'autant plus de mal à les croire que d'autres, comme le célèbre spéculateur George Soros, qui figurait lui parmi les quelques-uns à avoir prévu la crise de 2008, annonçait fin 2015 que la situation actuelle était très semblable à celle de l'époque. Que, peut-être, il suffirait d'un signe noir, ces fameux événements imprévisibles, pour amorcer un véritable mouvement de panique. Le défaut d'un grand pays émergent pourrait être celui-là. Les plus malins, au sein du secteur financier, l'ont évidemment déjà anticipé. Bien sûr, un tel scénario n'est pas certain à 100%. Mais, si l'on veut l'éviter, mieux vaut l'envisager franchement, plutôt que se mettre la tête dans le sable, comme cela a été si souvent le cas, en particulier en France. Notre pays, dont le tissu économique et social se remet à peine de la précédente crise, aurait en effet particulièrement à perdre d'une deuxième secousse. Il faudrait alors beaucoup plus que les rituels appels à l'union nationale, et autres symboles de renouveau patriotique, pour éviter qu'il ne se délite complètement. Le 17 février, on apprend que l'émission populaire de Russia Today, Trutseker, a divulgué sur le 11 septembre et l'opération Gladio avec plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Plus grave que le Watergate, des réunions régulières entre des officiels US et le leader d'Al-Qaïda. Preuve à l'appui, le terrorisme sous faux drapeau de la Maison Blanche pour mener le peuple comme des moutons. Le père d'une des victimes du 11 septembre raconte pourquoi il soutient la campagne depuis Breitling 911 sur Times Square et dans le monde entier. Vous pourrez trouver la vidéo sous-titrée en français dans la description. Le 17 février, encore une fois de plus dans les médias mainstream, nos hommes politiques sont dénoncés.
Philippe de Villiers dénonce la corruption de nos chefs d'État sur le plateau de BFM TV. Lors de cet entretien, voici ce qu'affirme M. Philippe de Villiers. Je pense aux attentats du 13 novembre, si on avait rétabli les relations diplomatiques avec la Syrie, on aurait eu les renseignements sur le cerveau des attentats. Et si on avait rétabli le contrôle aux frontières, on aurait empêché les allées et venues des kalachnikovs et des terroristes qui sont venus sur les terrasses pour tuer des petits Français. Puis, il annonce, les hommes politiques français ont du sang sur les mains. Vous pourrez trouver la vidéo entière dans la description. La chute de la cabale se poursuit. Le 18 février, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour l'affaire Big Malion. L'ancien chef de l'État a par ailleurs été placé sous le statut de témoin assisté des chefs d'usage de faux, escroquerie et abus de confiance, a précisé le procureur de Paris. L'enquête Big Malion, du nom de la société qui organisait ces meetings, porte à l'origine sur un système de fausses factures pour cacher une explosion du plafond légal des dépenses pour la présidentielle, fixé à 22,5 millions d'euros. Ces fausses factures auraient eu pour objet d'imputer à l'UMP quelques 18,5 millions d'euros de dépenses qui auraient dû rentrer dans le compte de campagne. Plusieurs cadres de Big Malion, son comptable, ainsi que Jérôme Lavrier à l'UMP, ont reconnu l'existence de cette fraude, mais aucun protagoniste n'a mis en cause Nicolas Sarkozy pour l'avoir décidé ou en avoir eu connaissance. Nicolas Sarkozy était arrivé chez les juges d'instruction, à Paris, pour être entendu dans l'enquête sur les fausses factures de Big Malion et les comptes de sa campagne présidentielle en 2012. Malgré ces dénégations, le délit de financement illégal de campagne peut être constitué par le simple fait de dépasser sciemment le plafond des dépenses de la part du candidat, signataire de son compte de campagne. Or Nicolas Sarkozy, s'il n'avait pas paraphé le document dans un premier temps, avait été rappelé à l'ordre. Il avait alors apposé sa signature accompagnée des mots, manuscrits, vus et certifiés exacts, le compte et ses annexes. Un élément pas si anodin, qui l'engage pénalement. L'ancien président de la République était déjà mis en examen pour corruption active, trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel le 2 juillet 2014, dans le cadre d'une enquête sur un trafic d'influence présumé. Il est soupçonné d'avoir promis un poste prestigieux à un magistrat, Gilbert Azibert, en échange de renseignements sur une éventuelle enquête le concernant. Pour corruption active, Nicolas Sarkozy encourt jusqu'à 10 ans de prison. Pour trafic d'influence, il risque 5 ans. Hélas, Nicolas Sarkozy va peut-être s'en sortir à cause de 2 juges, Vanneruy-Mac et Leloir, qui empêchent le 3e juge Tournaire de faire son travail de mise en inculpation de Nicolas Sarkozy. Tout ceci ressemble à une histoire de protection entre différents francs-maçons. Assistons-nous à une guerre interne dans la cabale? Le 20 février, selon un communiqué publié par l'Association des médecins catholiques du Kenya, l'organisation a trouvé un antigène dans un vaccin administré à 2,3 millions de filles et de femmes, qui provoque des fausses couches. Ce vaccin est administré par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et l'UNICEF. Nous avons envoyé 6 échantillons provenant de partout au Kenya à des laboratoires en Afrique du Sud. Ils ont été testés positifs pour l'antigène HCG, dit le Dr Muhammad Ngar du Mercy Medical Center à Nairobi au Lifezitenu. Le Dr Ngar, porte-parole de l'Association des médecins catholiques au Kenya, a déclaré dans un bulletin publié le 4 novembre, cette campagne de l'OMS n'est pas d'éradiquer le tétanos néonatal, mais c'est un exercice bien coordonné de stérilisation de masse avec un vaccin qui régule la fertilité. Cette preuve a été présentée au ministère de la Santé avant le 3e tour de vaccination, mais elle était ignorée. Nous voyons donc que le processus de réduction de la population s'accélère. C'est une preuve de la chute imminente de la cabale, qui n'hésite plus à abandonner leur discrétion. C'est ici que ce journal se termine. Nous nous retrouverons donc dimanche prochain pour une nouvelle revue de l'actualité. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine.